Merci, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là, évidemment, pour parler de cette question majeure, qui est parfois, enfin vous le verrez, la question énergétique est centrale. Elle est parfois dépassée par les préoccupations environnementales, écologiques, mais à la fin, comme je vais le dire souvent, rien ne se fait sans énergie, et donc il faut se poser la question de quelles seront demain nos sources d'énergie. J'ai eu grand plaisir à voir apparaître à un moment donné dans les diapos le mot chimie dans votre programme. Je suis chimiste. Je crois véritablement, et c'est pas parce que je suis chimiste, je crois véritablement que la chimie sera une des grandes disciplines de la transition énergétique, qu'on parle de carburant, qui soit alternatif ou pas, qu'on parle d'hydrogène, qu'on parle de futurs plastiques, qu'on parle de matériaux divers, la chimie va jouer un rôle majeur. Et elle se transforme déjà pour répondre aux préoccupations environnementales. Alors, un petit mot quand même, très, très général. Il s'avère que beaucoup de choses que je vais dire sont en partie dans ce livre qui a occupé une grande partie de mon confinement et qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais où et c'est le message que je veux donner tout de suite, où je voudrais exprimer un peu de cette confiance et de cet optimisme qui sont absents des discours en général sur la question. Optimisme parce que, au fond, on n'a pas vraiment le choix que d'être optimiste, et aussi confiance dans ce débat aujourd'hui assez curieux entre qu'est-ce qui est plus important, est-ce que c'est l'homme ou la nature? Évidemment, ce sont les deux, mais je ne peux pas sortir de cette position qui consiste à dire que qui d'autre aujourd'hui que l'homme, évidemment au sens générique, pour résoudre les problèmes, y compris ceux qu'il crée lui-même, et que donc il faut retrouver un peu de confiance dans cette capacité de l'homme, de son génie à inventer des choses et à résoudre des problèmes. Ça peut passer par la création de nouveaux problèmes, mais qu'il peut résoudre. Et la première chose, c'est que, contrairement à tout un discours qui s'est un peu calmé, me semble-t-il, comme quoi, devant l'urgence, il ne se passerait strictement rien sur le terrain de l'action, je disais et je continue à dire que ceci est faux et qu'en réalité la mobilisation, certes toujours insuffisante, hein, bien sûr, mais la mobilisation est réelle de tout le monde, des États, des entreprises qui évidemment vont jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et des citoyens. Donc il faut rappeler cette réalité. La deuxième chose, c'est que évidemment, je ne me place pas dans une perspective de catastrophe imminente, auquel cas il n'y a plus qu'à en profiter très vite avant que tout disparaisse, et que, au contraire, je me place dans une perspective où, et c'est ce que j'indique en quatrième position, grâce justement à cette capacité que nous avons d'identifier les problèmes, de les caractériser et puis de trouver des solutions par essentiellement la connaissance, hein, la recherche, l'innovation et toujours plus de connaissances, et donc avec une confiance dans la science et la technologie, pas béate mais confiance quand même, parce que c'est là qu'est la solution de mon point de vue. En même temps, il y a des tas de problèmes qui ne sont pas résolus, et faire croire à tous que la transition écologique, environnementale, énergétique sera résolue en 2030 ou 2035 et même en 2050, c'est évidemment une très mauvaise façon de faire. Et je dis régulièrement aux gens que je rencontre, que ce soit des politiques, des industriels, qu'il y a un très grand danger
à proposer des perspectives et se donner des objectifs qui ne sont pas atteignables. La défiance est déjà tellement grande du citoyen aujourd'hui vis-à-vis des pouvoirs intermédiaires, des pouvoirs eux-mêmes, même des scientifiques, des industriels, que pour faire plaisir à un moment donné, annoncer des objectifs qui ne sont pas atteignables et donc ne pas les atteindre, évidemment, ne peut faire que renforcer cette défiance. À la fin, si les objectifs ne sont pas atteints, bien sûr, tous ceux qui les auront annoncés seront traités soit de menteurs, soit d'incompétents. Et donc, il faut, au contraire, aujourd'hui, être hyper rigoureux dans l'analyse de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas, évidemment en ayant de l'ambition. Hein. Il ne s'agit pas de ne pas avoir d'ambition. Et puis, il y a une autre chose, je vais essayer de vous faire comprendre ça, mais l'obsession sur la décarbonation se traduit parfois dans des objectifs de l'énergie qui sont inadaptés, inappropriés, et il ne faut pas mélanger les choses. Une chose, c'est effectivement décarboner, l'autre chose, c'est de fournir de l'énergie. Les deux sont évidemment en partie liés, mais pas totalement. Voilà, donc je vais parler de tout ça. Il y a plein de choses là-dedans que vous connaissez, mais je voudrais les repréciser, et je ne suis pas sûr d'avoir le temps d'arriver à la fin, en fonction du temps qui m'est imparti. Même si la question du stockage d'énergie est pour moi centrale, il n'y aura pas de développement massif des énergies intermittentes si nous ne développons pas des techniques à très grande, utilisables à très grande échelle hein, de stockage d'énergie. Bon, je verrai. Si j'ai le temps, j'en parlerai, sinon on s'arrêtera avant. Alors, est-ce que ça marche? Oui, voilà. Il s'avère qu'on a produit récemment une étude sur essayer de mesurer quelle quantité de stockage il faudrait dans différents scénarios, et c'est assez intéressant de voir l'ampleur de la tâche. Et donc on est très loin du compte en la matière. Bon, ça vous savez, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous savez que nous continuons à consommer massivement des énergies fossiles. La part du nucléaire mondial, vous voyez en haut, j'ai du mal à... Ouais. 4%, la production électrique, le nucléaire 10%, mais l'essentiel c'est pétrole, gaz, charbon. Donc vous savez ça, et à plusieurs reprises je donnerai des chiffres pour la France, et vous savez aussi que la France est dans une situation très particulière, puisque vous voyez que par rapport au monde, ce qui est notable, c'est que la part du nucléaire, alors vous le voyez bien dans l'électricité, c'est à peu près 25% total de l'énergie que nous consommons. C'est un chiffre déjà très élevé à l'échelle de la planète. Nous sommes un pays très électrifié déjà. Et dans cette électricité, vous noterez que, et c'est assez unique, il y a quelques pays comme ça dans le monde, pratiquement nous sommes les premiers, avec une part de nucléaire extrêmement importante, ce qui se traduit pour l'énergie totale, presque 20% de nucléaire à comparer aux 4 de tout à l'heure. Donc nous sommes dans une situation extrêmement particulière du point de vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Ça vient d'une histoire dont je ne parlerai pas. Tout indique que contrairement à ce que nous pouvons fantasmer sur la baisse de la consommation d'énergie, une certaine croissance, peut-être plus limitée, mais clairement une croissance démographique qui continue, fait que, et la nécessité absolue de donner de l'énergie à une très grande partie de la population mondiale qui n'en a pas. Il y a à peu près 1 milliard d'habitants sur la planète qui n'ont jamais vu passer un électron. Donc tout ça indique qu'il faut bien avoir en tête que demain, le monde consommera plus d'énergie. Et donc, évidemment, il faut que cette énergie soit la moins carbonée possible, mais faire croire que demain, la planète consommera moins d'énergie, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas correct.
Alors, en ce qui concerne, ça vous connaissez, donc il n'y a pas de question là-dessus. Donc, pourquoi décarboner? Parce que aujourd'hui, et tous les experts l'ont établi, il y a plus de débat là-dessus. Il y a quelques climato-sceptiques qui ont bien le droit de s'exprimer, mais qui sont très très minoritaires. Et donc, nous avons une analyse scientifique pour dire ces modifications climatiques, et en particulier l'augmentation de la température, sont dues à cette augmentation des émissions de CO2. Le problème, c'est que, comme vous voyez, ce n'est pas simple, et je n'ai pas parlé de l'année 2020 parce qu'elle est très particulière, mais les tendances, c'est que ces émissions de CO2 continuent. Et elles sont très inégalement réparties, puisque, comme vous le voyez, l'Europe compte pour 9%, la France pour 0,8%, et la Chine, les États-Unis pour 28 et 15 respectivement. Et ça, c'est une première chose qu'il faut bien avoir en tête. Vous voyez ici, la France est un des pays les plus vertueux du monde en matière d'émissions de CO2. La France ne représente que 0,8% des émissions du CO2 mondial. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que on ne peut pas faire croire non plus, ce qui peut arriver dans certains débats, certaines prises de position, que la seule action de la France suffirait à régler le problème du dérèglement climatique et de l'augmentation de la température. Donc c'est une affaire mondiale, et donc de ce point de vue, c'est très très compliqué, parce que évidemment, il faut que tous ensemble, et en particulier les plus émetteurs, la Chine, les États-Unis, l'Inde, aillent dans la même direction. Alors, une chose qui est quand même importante de rectifier, c'est que quand je dis 0,8%, c'est le chiffre qui est donné lorsqu'on parle des émissions sur le territoire. Mais vous savez que nous consommons tout un tas de produits qui sont produits ailleurs et qui ont un impact CO2 et dont il faut tenir en compte. Et ceci me permet de dire la chose suivante. Donc cette partie d'émissions importées, c'est devenu maintenant supérieur aux émissions territoriales. C'est 1% et c'est en croissance. Vous allez voir le graphe suivant. C'est en croissance, et là ça pose véritablement, en tout cas ça révèle d'abord une chose. La première, ça révèle une désindustrialisation de la France continue depuis une vingtaine d'années, qui fait qu'on n'a plus d'activité. Évidemment, ça nous diminue nos émissions de CO2 à l'intérieur, mais c'est une fausse vision, puisque en réalité c'est remplacé par des émissions ailleurs. Et donc ça pose la question qui s'est posée très lourdement au moment de la crise sanitaire au début, tous ces débats sur, au fond, qu'est-ce que ça veut dire pour la santé, par exemple, mais pour tout un tas d'autres produits absolument essentiels, pas uniquement la question du CO2, mais réindustrialiser, comment être souverain, autonome sur un certain nombre de productions, et donc relocaliser et profiter au fond de notre énergie décarbonée, parce qu'elle est très décarbonée, comme vous le voyez, à cause de notre énergie nucléaire et notre hydroélectricité, pour ramener des activités en France, ou d'en créer en France, afin que, évidemment, nous soyons plus souverains sur un certain nombre de sujets, évidemment plus d'emplois, et pour autant pas tellement plus d'émissions de CO2, puisque nous remplacerions des productions en Chine avec du charbon par des productions en France avec de l'électricité décarbonée. Bon, ça c'est juste pour vous montrer, vous voyez, en bleu sombre, ce sont les émissions importées, et en bleu clair, c'est les émissions territoriales. Donc vous voyez la tendance continue, c'est le reflet de notre désindustrialisation et délocalisation. Bon, on parle de trajectoire net zéro. Et c'est là qu'on commence à mélanger les choses entre carbone et énergie. Pourquoi ? Parce que
Qu'est-ce que ça veut dire la trajectoire net zéro? Ben, c'est ce que nous indique le GIEC dans ses modèles. En gros, il nous dit, d'ailleurs le GIEC ne nous dit pas comment faire. Hein. Le GIEC, c'est essentiellement l'information, le lien entre CO2 et augmentation de la température, 2, quelle diminution il faudrait pour atteindre tel niveau de température, et 3, maintenant il y a quelque chose de supplémentaire, c'est tel niveau de température, à quel impact environnemental en termes de sécheresse, d'atteinte à la biodiversité, d'ouragans, enfin, etc., de montée des eaux, etc. Et si vous voulez, net zéro, c'est ça, c'est-à-dire c'est un objectif absolument dément, qui est aujourd'hui, vous voyez, nous émettons à l'échelle de la planète 40 gigatonnes de CO2, et l'idée c'est que, vous voyez, en 2030, nous ayons divisé par 2 les émissions de CO2, et en 2050, nous soyons à 0 émission de CO2. Bon, chacun, voilà ce que nous dit le GIEC, et ça c'est pour que nous maintenions notre température pas plus haut que un delta de 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle 1870. Bon, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je pense que ça ne sera jamais comme ça, que nous n'aurons pas 0 en 2050, qu'il y aura encore des émissions de CO2 pour tout un tas de raisons. Mais ce qui est... et que donc, pour cette raison-là, le scénario 1,5 degré, d'ailleurs le dernier rapport du GIEC l'a dit, c'est déjà exclu, et que donc il faut travailler avec l'hypothèse qu'effectivement nous aurons de plus en plus chaud, et que probablement, et ça j'ai cité un article de Nature ici qui indiquait que le plus probable, c'est qu'on soit à 2,53 en 2100. Et donc, il y a une autre question qui va se poser dans l'avenir, qui n'est pas simplement la question de décarboner, qui est la question de l'adaptation à ce réchauffement climatique qu'on a très peu traité. On a très peu traité parce qu'on s'est dit, c'est fastoche, on va décarboner, on va retomber en dessous d'un 5 degrés, terminé, et on repart comme ça. En réalité, enfin, c'est en tout cas mon point de vue, on aura des températures plus élevées, donc la question de l'adaptation en termes, plein de choses, hein, d'équipement, d'aménagement du territoire, de traitement des personnes les plus sensibles, et des personnes dans nos pays, et des populations les plus fragiles au-delà dans le monde. Mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Le problème, c'est que tout le monde a traduit ça par une réponse en termes de production énergétique qui, pour moi, est assez effarante. Qui est en gros, puisqu'il y a un lien évident entre CO2 et énergie, eh bien, et c'est même dans la loi française sur la transition énergétique pour la croissance, c'est qu'en 2050, nous consommerions 2 fois moins d'énergie qu'aujourd'hui. Et tous les scénarios, je vous le montrerai, sont sur cette perspective-là. On n'a pas le temps, mais je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que un pays qui perd 50% de son PIB, bon, c'est pas la joie. Et effectivement, ça peut pas être... Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de conséquences économiques, sociales qu'il y a derrière. Et pourtant, ce sont les objectifs que nous nous sommes donnés. Hein. Et là aussi, je ne crois pas que nous réduirons en 2050 notre consommation énergique de 50%. Bon, ça, je peux sauter. Alors, qu'est-ce que c'est, au fond, la trajectoire net zéro, qu'on peut l'appeler comme ça, mais en gros, c'est décarboné. Hein. En fait, c'est évidemment diminuer la consommation d'énergie, autant que nous pouvons, mais est-ce que c'est de combien moins 1%, moins 25%, le moins 50% que tout le monde annonce. Comme vous le verrez, c'est électrifier le système énergétique. Là aussi, la question, c'est, aujourd'hui, la France, c'est 25% du total des énergies, l'électricité, c'est 25%. Est-ce que demain, ça sera 30, 40, 50 ? Il
y a beaucoup de scénarios autour de 50. Je pense qu'une perspective de 50% d'électricité est raisonnable, parce que plein d'activités vont être électrifiées. Hein. Vous avez en tête le transport, vous avez en tête le chauffage avec les pompes à chaleur, enfin, etc., etc. Donc, évidemment, diminuer la part des énergies fossiles, hein, c'est ce qu'il faut faire. Augmenter la part des ENR, des énergies renouvelables. Alors attention, hein, parce que le mot énergie renouvelable, on vous dit il y a plein d'énergies renouvelables en France, mais on y met l'hydroélectricité, on a bien raison de le faire, mais voilà, il faut bien faire la part des choses. Aujourd'hui, je crois que je le montrerai, mais la part éolien et solaire est très faible, et c'est vrai dans le monde, pour tout un tas de raisons, et que quand on parle d'énergie renouvelable, la grande part, c'est l'hydroélectricité dans le monde, et la biomasse, et en particulier le bois. Hein. Je dirais, mais c'est mon point de vue, et d'ailleurs c'est le point de vue de l'Académie des sciences qui s'est exprimé et qui a émis un avis et des recommandations le 8 juillet de cet été 2021 sur l'énergie nucléaire, de maintenir et de développer l'énergie nucléaire, pour tout un tas de raisons. Et je voudrais dire un mot aussi sur ce dernier aspect. Trouver de nouvelles sources de carbone, parce que il y a ce discours que vous entendez, hein, il faut décarboner la planète. C'est un slogan qui est absolument absurde, qui n'a strictement aucun sens. C'est pas la planète qu'il faut décarboner. S'il y a bien un truc qui est carboné, c'est la planète. Hein. Toute la biomasse, c'est du carbone. Nous-mêmes, nous sommes essentiellement que du carbone. Tout ce qu'il y a ici, c'est du carbone. Et demain, donc c'est l'énergie qu'il faut décarboner, pour sûr, mais certainement pas la planète. On peut s'amuser à dire, on ne peut pas à la fois dire qu'il faut décarboner la planète et dire qu'il ne faut pas déforester. Bon, donc il y a, je veux dire, la question de savoir le jour où il n'y aura plus de fossiles, alors soit parce qu'on aura tout cramé, ce qui ne sera pas très très bien, mais soit parce que on aura réussi à laisser une grande partie dans le sol. Quand on n'aura plus de fossiles, il faudra se poser la question de quelle sera notre source de carbone. Parce que demain, il y a encore plein de produits carbonés dont nous aurons besoin. Nous aurons besoin de solvants, nous aurons besoin de plastique, nous aurons besoin de médicaments. Un médicament, hein, même l'hydroxychloroquine est une molécule organique. C'est du carbone, donc il faudra bien des sources de carbone. Et c'est une des choses qui m'intéresse, et je voudrais juste peut-être je finis là-dessus assez rapidement. Voilà, pour vous dire que sur cette question de l'énergie, hein, donc sur cette question diminuer la consommation d'énergie, je résume, et vous pouvez regarder uniquement la ligne rouge. J'ai mis plein de scénarios ici. Aujourd'hui, c'est 1700 TWh la consommation de l'énergie française. Et vous voyez que tous les scénarios, négawatts le pire, Greenpeace, Négatep, alors Négatep est un peu particulier, l'Académie des technologies, RTE, Réseau et Transport d'électricité, l'ADEME, vous voyez, sont tous à peu près proche de 50% d'énergie en moins pour 2050. Actuellement, je travaille avec des collègues de l'Académie des sciences sur des scénarios qui sont plutôt, alors c'est quand même une baisse, mais qui sont plutôt autour de 1500 TWh. Bon, ça c'est pour vous dire que la dia que je viens de sauter, c'est juste un autre exemple de scénario dans lequel on tombe à 50% d'énergie en moins. Et vous voyez que même, et là c'est un exemple de scénario extrême, hein, c'est l'ADEME qui a produit ça pour les années 2035-2050, où vous avez une demande finale d'énergie qui est effectivement 50% de celle d'aujourd'hui, avec une électricité qui n'est pas à 50%, mais qui est presque à 40%, avec l'électricité qui est presque à 90%, qui a presque à 100% d'énergie renouvelable, etc., etc. Eh bien, vous voyez que même en faisant ça, les émissions de gaz à effet de serre seront en 2050 de 150 millions de tonnes, alors qu'elles sont aujourd'hui de 390 millions de tonnes. Donc ça ne sera pas net zéro, même dans un scénario aussi extrême que ça. C'est ce que nous dit l'ADEME. Donc vous voyez que c'est quand même très très compliqué.
bon, allez, tout ça, je saute. Voilà, donc je reviens sur cette chose-là, les nouvelles sources de carbone, parce que, comme je le dis, en effet, il faudra synthétiser des carburants, les fameux carburants alternatifs, des matériaux, des molécules, voilà, toutes sortes de choses. Et je veux juste en dire un petit mot, parce que c'est là-dessus que, au laboratoire, au Collège de France, nous travaillons, enfin, on n'est pas les seuls dans le monde, avec les étudiants doctorants et post-doctorants. Et le point de départ, c'est évidemment celui-là. Vous voyez, notre monde est carboné dans plein d'applications, mais s'il y a plein de choses qui vont changer parce qu'on va avoir de plus en plus de sources d'énergie nucléaire, notamment avec l'arrivée des énergies solaires et éoliennes, on va électrifier l'habitat résidentiel tertiaire, on va aussi électrifier le transport et l'industrie, mais à nouveau, tout un tas de molécules carbonées seront nécessaires, hein, je l'ai dit, des produits et des matériaux chimiques, des polymères, il faut du carbone pour l'acier, pour le ciment, les médicaments, les solvants. Et puis il y a tout un tas de transports où, avant qu'on puisse fonctionner avec de l'hydrogène ou des batteries, il faudra pendant très très longtemps des carburants liquides. Et pour ça, il faudra des carburants alternatifs, du carbone. Voilà, juste. Et donc la question, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, il y a à peu près 100 000 produits chimiques dans l'industrie chimique hein, qui sont autour de nous. Et au fond, ils viennent tous essentiellement des trois sources fossiles, pétrole, gaz, charbon, et puis un petit peu de la biomasse. Et la question que je me pose, c'est évidemment comment demain on fera sans gaz, charbon, pétrole, et il ne reste plus que la biomasse, qui est un sujet que je ne connais pas. Et au laboratoire, nous travaillons sur la possibilité d'utiliser le CO2. Et au fond, il y a plusieurs... et donc nous travaillons par exemple sur la transformation du CO2 avec de l'électricité, justement, en faisant l'hypothèse que cette électricité sera fournie par des énergies bas carbone, nucléaire, éolien, solaire. Et vous voyez, il y a plusieurs intérêts à cela. Évidemment, il faut capturer, on parle de la capture du CO2, hein, il faut capturer ce CO2 aux endroits où il est massivement émis. Donc ça fait un peu moins de CO2 dans l'atmosphère. Si vous transformez le CO2 avec de l'énergie solaire en une molécule, je ne sais pas, de l'éthanol par exemple, ce qui est un immense défi, vous avez introduit de l'énergie solaire que vous avez utilisée, dans une molécule qui est l'éthanol, c'est-à-dire en créant des nouvelles liaisons, carbone-carbone, carbone-oxygène, etc., vous avez de l'énergie solaire dans la molécule d'éthanol. Donc vous stockez de l'énergie solaire sous forme d'une molécule riche en énergie, c'est ce qu'on appelle le stockage chimique. Et puis la troisième chose, c'est qu'évidemment, à nouveau, en faisant cela, vous pouvez produire des molécules carbonées qui sont utiles pour tout un tas de choses, la pharmacie, des carburants, des précurseurs de l'industrie chimique, des plastiques, etc. Et donc le système, c'est de développer des électrolyseurs où vous introduisez du CO2, de l'eau, de l'énergie, donc il faut capturer le CO2, et vous produisez tout un tas de composés chimiques. J'ai ici pris un exemple parce qu'on a eu quelques succès dans cette magnifique transformation. Alors je dis magnifique, mais ça manque de modestie, mais c'est la transformation du CO2 en éthylène. C'est une réaction extrêmement complexe qui implique 12 électrons et 12 protons qu'il faut envoyer sur deux molécules de CO2, et tout ça d'un coup pour faire une molécule qui est l'éthylène. Donc c'est faramineux comme réaction. Évidemment, ça a des barrières énergétiques très grandes, hein, donc les cinétiques sont effroyables, et donc il faut développer des catalyseurs pour ça. Alors pourquoi l'éthylène? Alors j'ai pris l'éthylène parce que l'éthylène, c'est le produit chimique de l'industrie qui représente la plus grande production mondiale. 200
à peu près 200 millions de tonnes en 2020. Il n'y a aucun produit, il n'y a aucune molécule chimique de l'industrie qui est produite à ce tonnage-là. Et actuellement, évidemment, comme c'est le cas de beaucoup de ces composés-là, il est produit par craquage d'hydrocarbures, de pétrole, à très haute température. C'est des procédés qui demandent beaucoup d'énergie et qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc si on pouvait le faire à partir de l'eau, de CO2 et avec de l'énergie renouvelable, évidemment, ça change considérablement les choses. Voilà, alors, et au fond, ça permet d'introduire avec ce carburant éthylène, ou j'appelle ça carburant, mais qui est une source de carbone pour faire aussi... Ah oui, j'ai oublié de le dire, évidemment, c'est hyper important, c'est que l'éthylène, c'est évidemment un précurseur de tout un tas de polymères, polyéthylène, mais bien d'autres. Et donc ici, en travaillant sur ce cycle-là, qui est assez vertueux, c'est-à-dire que vous piégez le CO2, vous l'envoyez dans un électrolyseur qui est alimenté ici par un panneau photovoltaïque, et grâce à des catalyseurs, ici, nous travaillons sur des catalyseurs de cuivre qui sont, vous voyez, poreux, dendritiques, nous avons, et vous voyez, il y a quelques publications, j'en ai cité une ici, nous avons mis au point un système photovoltaïque électrolyseur qui a le record en termes d'efficacité énergétique pour la transformation, grâce à l'énergie solaire, du CO2 en éthylène. Voilà le type de choses que nous faisons. Voilà, donc il y a tout un tas, je finis là-dessus pour l'importance du carbone. À nouveau, je vais redire une chose, c'est-à-dire qu'il y a une telle obsession sur la définition du CO2 comme une molécule qu'il faut proscrire, qu'il faut planquer, on dit même qu'elle est toxique, mais elle n'est pas toxique, enfin, voilà, qu'on oublie cette question du carbone, et c'est pour ça que j'insiste tant. Mais en tout cas, avec le CO2 et avec de l'hydrogène, vous pouvez faire tout un tas de molécules, acide formique, monoxyde de carbone, qui est une source de carbone énergétique pour faire des hydrocarbures avec le procédé Fischer-Tropsch. Vous pouvez faire du méthane, vous pouvez faire du méthanol. Et si cet hydrogène est vert, c'est-à-dire s'il est produit par électrolyse de l'eau, évidemment, tout ça sont des procédés qui ont un intérêt, y compris dans une stratégie de décarbonation, à partir du moment où ce CO2, vous l'avez récupéré, vous le retransformez, et que si vous le brûlez, c'est du CO2 que vous récupérez infiniment. Évidemment, les rendements ne sont jamais de 100%, mais néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc, décarboner sûr, mais un autre aspect, c'est que l'obsession de la décarbonation ne doit pas faire disparaître un certain nombre de conditions qui sont absolument clés et qu'on oublie parfois. C'est évidemment qu'il faut qu'on ait une sécurité totale d'approvisionnement. Cette idée-là est très importante. L'arrivée des énergies renouvelables, intermittentes, pose des questions sur la stabilité des réseaux. Donc il faut travailler sur les réseaux électriques. Il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin ou pas de sources d'énergie pilotables pour aligner en permanence la demande et l'offre énergétique? Et ma réponse est évidemment oui, qu'il faut des sources d'énergie pilotables et qu'en absence de stratégie de stockage des énergies intermittentes, ce ne sont pas l'éolien ni le solaire qui font le pilotage de cet équilibre, sans lequel il y a blackout, le réseau s'effondre et il n'y a plus d'électricité. Évidemment, il y a des questions économiques. Il y a la question que j'ai déjà soulevée de la souveraineté énergétique. Si nous remplaçons les fossiles sur lesquels nous ne sommes pas souverains, puisqu'on n'a pas de pétrole, on a des idées mais pas de pétrole, et on l'achète ailleurs, si on remplace ces fossiles par des sources d'énergie qui sont construites, produits, élaborés ailleurs, les technologies renouvelables, le nucléaire, etc., évidemment, cette question n'est pas résolue. Et
comme je l'ai déjà dit, donc accroître notre activité industrielle dans le domaine du nucléaire, des barrages, des énergies renouvelables, de l'hydrogène, des batteries, enfin, etc. Alors quand on dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, en gros, il suffit, mais c'est vrai que c'est assez pratique, il suffit de regarder où sont nos émissions de CO2, et on voit tout de suite, et ça vous le savez, c'est l'habitat, c'est les transports et c'est l'industrie. Donc c'est là qu'il faut agir, et il y a une formidable opportunité pour, en tout cas, pour les scientifiques, pour les chercheurs, pour les ingénieurs, pour les industriels, de reprendre les anciens procédés, les plus émetteurs, les anciennes technologies les plus émettrices, et se poser la question de savoir comment faire et d'innover. Et ça, c'est absolument fascinant comme situation. Alors évidemment, à nouveau, si on est dans l'urgence et le catastrophisme, c'est pas la peine de commencer, si on pense que la catastrophe est dans quelques années. Mais si on dépasse cela, à ce moment-là, on se retrouve. Et vous, enfin moi j'arrive à la fin de ma vie, mais vous avez devant vous des opportunités fantastiques, enfin sur le plan voilà, de la science et de la technologie. Bon, c'est évidemment d'électrifier le chauffage, c'est de travailler sur des nouveaux matériaux pour l'isolation des bâtiments. Il y a des choses formidables qui sont déjà en cours. Du côté des transports, bien sûr, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une électrification massive du transport, ça, il n'y a pas de doute, on est parti. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur les batteries, en termes d'accroître les densités d'énergie, l'éco-compatibilité, la recyclabilité des batteries. Il y a des choses formidables. Je vous invite à regarder ce que fait mon collègue Jean-Marie Tarascon au Collège de France, qui est un des champions mondiaux des matériaux pour les batteries. Il y a quelques jours, je lui ai dit que sur sa tombe, on mettrait « mort pour la batterie ». Voilà, il fait des choses formidables, et donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut alléger les véhicules, donc il y a en effet beaucoup de travaux à faire sur des nouveaux plastiques, évidemment, de préférence biosourcés, moins dépendants du carbone, enfin, etc., enfin, du mauvais carbone. Et puis, ce que j'ai dit, tous les carburants alternatifs, les biocarburants, les carburants de synthèse, l'hydrogène décarboné. Bon, j'ai pas le temps de rentrer, j'ai quelques dias, je vais les sauter, de commenter un peu tout ça, mais ça vous donne une vision générale. L'industrie aussi, c'est évidemment un secteur, et c'est déjà commencé, parce qu'il s'avère que, vous voyez, ici, j'ai listé 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 8 ou 9, il y a en gros 8, 9 matériaux produits par l'industrie, et donc nous utilisons tous, qui sont les plus gros émetteurs de CO2. Donc il faut travailler sur ces procédés de production. Et en premier, évidemment, l'acier et le ciment, mais le verre, l'aluminium, l'éthylène, je l'ai mentionné, le chlore, le papier, etc. Il faut évidemment produire de l'hydrogène décarboné. Il faut inventer de nouveaux électrolyseurs, comme nous faisons au laboratoire, des nouvelles piles. Et puis, il faut travailler sur toutes les technologies de capture, stockage et utilisation du CO2. Voilà. Juste un point là-dessus, je crois que c'est quand même important. Il n'y a aucune solution miracle. Il n'y a strictement aucune solution miracle. Si je prends le véhicule électrique et la batterie elle-même aujourd'hui, c'est par exemple des électrodes en graphite. Et aller voir, alors c'est du graphite qui vient de Chine, aller voir les mines de graphite en Chine, c'est absolument horrible. Évidemment, nous, ici, on ne regarde pas trop, mais nos batteries de demain dans nos véhicules ne seront pas particulièrement propres si on continue à tirer du graphite comme le font les Chinois, par exemple. Par ailleurs, il y a aussi, et vous le voyez ici, la question des ressources minérales. Et ça, c'est très très important parce que certaines ne sont pas infinies. Et vous voyez ici qu'en termes d'utilisation
donc en kilogrammes de ces ressources minérales par mégawattheure produit, vous voyez que l'éolien et le solaire, ces nouvelles technologies, sont très très au-dessus en termes de consommation de certains de ces métaux. Et c'est pareil pour, vous voyez, le véhicule électrique, vous voyez la différence, 8 fois plus important. Donc, il y a des questions et que, évidemment, c'est la technologie, c'est la recherche qui nous permettra aussi de faire diminuer cela en étant plus économe dans ces choses-là. Alors ça, je vais passer, pas la peine de rentrer plus dans le détail. Je voudrais, en tout cas, parler sérieusement de cela, parce que, de toute façon, quoi qu'on fasse, qu'on décarbone pas, qu'on soit sobre ou pas sobre, la grande question, c'est, à la fin, de toute façon, c'est en amont quelles sont les sources d'énergie à notre disposition. Et j'ai pris ça pour illustrer, si vous voulez. On dit voiture électrique, batterie, formidable, bon. Mais c'est pas la batterie électrique en soi qui est intéressante, alors si, pour la pollution, etc. Parce que cette batterie, elle marche pas toute seule, il faut la remplir d'énergie. Donc la question, c'est, à côté du développement du véhicule électrique et de la batterie, il faut se poser la question, c'est quelle énergie je vais mettre dans la batterie. Et vous voyez que, en fonction, évidemment, mais c'est trivial, en fonction de l'énergie que vous mettez, l'impact sur les émissions de CO2 est très variable. Si vous avez que du charbon, comme ça peut être le cas beaucoup en Inde, c'est pas la peine de faire du véhicule électrique. Hein. Il vaut mieux faire vous voyez la différence. Il vaut mieux continuer avec le diesel ou l'essence. Hein. Ici, ce sont les émissions par kilomètre. Vous voyez. Si vous êtes, par contre, avec un mix électrique comme le français, alors oui, là, ça vaut le coup, hein, puisque notre électricité est très décarbonée. Et là, bon, vous voyez que le mix européen, qui contient beaucoup de carbone, bon, n'est pas extraordinaire en termes d'émissions de CO2 diminuées par le véhicule électrique. Donc c'est ça qui est... Enfin, je prends juste cet exemple, mais on pourrait les multiplier. Alors, évidemment, il faut des énergies décarbonées. Et c'est là qu'arrive l'énergie nucléaire. Ici, c'est un graphe qui vous montre, évidemment, très clairement, mais c'est aussi assez trivial, mais c'est mieux d'avoir les chiffres. Les barres, c'est les différentes quantités d'énergie qui constituent le mix électrique. Alors en marron, c'est les fossiles, et en bleu foncé, ici, c'est l'hydroélectricité, et en vert, c'est le nucléaire. Ici, les ENR comptent pour pas grand-chose, parce qu'il y en a encore très peu. Et donc, et la courbe bleue, ce sont les émissions de CO2 par quantité d'énergie produite. Et vous voyez, c'est tellement clair, évident, et c'est là qu'on voit que, évidemment, plus vous avez d'énergie hydroélectrique et de nucléaire pour faire votre électricité, et plus vous êtes vertueux en termes d'émissions de CO2, et c'est pour ça que la France se trouve là. La Norvège est un pays aussi très très particulier, c'est pas tellement le nucléaire, mais c'est l'hydroélectricité, ils ont massivement de l'hydroélectricité, et tout ça est très bien pour les émissions de CO2. Donc, si on regarde les chiffres d'émissions de CO2 par kilowattheure produit, évidemment, on trouve ici l'hydraulique et le nucléaire comme étant des énergies particulièrement bas carbone, et vous avez la différence avec les fossiles, évidemment, qui sont très très élevés. C'est pour cette raison, et pour d'autres raisons, que l'Académie des sciences, donc cet été, a recommandé, sur la base de 2 très gros rapports sur l'énergie nucléaire qui sont accessibles sur le site de l'Académie des sciences, proposant de prolonger les centrales. Aujourd'hui, elles sont pour 40 ans. Elles ont été construites pour 40 ans, mais tout démontre qu'elles peuvent être prolongées à 60, et de construire de nouveaux réacteurs, et surtout de continuer la recherche et le développement de réacteurs du futur, notamment les réacteurs à neutrons rapides. Alors, il y a une chose qui est très très importante ici à savoir, c'est que, comme vous le savez,
Donc aujourd'hui, la part du nucléaire dans la production électrique est de 72%. Et donc le gouvernement français, depuis la présidence de François Hollande, confirmée par la présidence d'Emmanuel Macron, a fixé comme objectif qu'elle passe à 50% de la production électrique. Et cela passe, évidemment, par la fermeture d'un certain nombre de réacteurs, les deux premiers ayant eu lieu en juin 2020, qui sont les réacteurs de Fessenheim, et il y en a 12 autres qui doivent être fermés pour atteindre ce chiffre. Ce que je veux vous dire ici, c'est que cette question n'est jamais discutée, et en particulier celle qui n'est jamais discutée, c'est après 2035, c'est combien? C'est encore 50? Ça continue à descendre pour finir à zéro? Quelle est la... Il n'y a aujourd'hui, enfin le gouvernement français et personne n'a donné une indication. Or, un réacteur, ça se construit pas en 5 minutes, ni en quelques mois, ni en quelques années. Et donc, si vous regardez l'âge moyen, et c'est ce que j'indique dans ces graphes, c'est absolument central. Alors, le 34, ce chiffre était l'été dernier, donc bon, 35 ans. L'âge moyen des réacteurs, c'est 35 ans. Même avec une prolongation à 60 ans, s'il n'y a pas de construction, à cause de l'âge, si on ferme les réacteurs à 60 ans, vous voyez ici, en 2050, il n'y a plus de nucléaire en France. Donc, le fait de ne pas répondre à cette question et après, le fait de ne prendre aucune décision sur la construction ou non par la France de nouveaux réacteurs nucléaires a un impact considérable. Et dans ces conditions-là, je vais y revenir pour terminer, il faudra se poser la question, au fond, ce et après, c'est pas simplement et après quel nucléaire, c'est aussi et après quel est notre mix électrique. Et je suis sûr qu'il n'y en a pas un d'entre vous, en tout cas pas moi, qui soit capable de dire, j'ai lu, j'ai entendu quelqu'un nous dire que le mix électrique demain serait celui-là. À part, évidemment, tous ceux qui pensent que le mix électrique de demain sera 100% d'énergie renouvelable et que donc il n'y a pas besoin d'énergie nucléaire, mais vous l'aurez sans doute compris, je ne suis pas dans cette position-là. Alors, pour finir, les énergies, évidemment, renouvelables, il y a la biomasse, il y a l'hydroélectricité, mais je vais surtout parler de solaire et d'éolien. Et en effet, ces énergies sont évidemment intéressantes. Il faut les développer. On aura besoin de l'ensemble des sources d'énergie. Il faut développer. Alors, je ne rentre pas dans le débat aujourd'hui qui est reparti assez curieusement sur les éoliennes. Bon. Mais on aura besoin de vent, on aura besoin de profiter du soleil, mais on aura besoin de toutes sortes d'énergies, comme je l'ai dit. Parce que ces énergies ont des problèmes, de gros problèmes. Ce sont des énergies de flux, pas de stock comme le pétrole. Ce sont des énergies intermittentes et ça a plein d'implications. Vous comprenez très bien que quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, évidemment, il n'y a pas d'énergie et qu'on ne peut pas être dépendant de 100% d'énergie renouvelable dans ce cas-là, si on n'a pas résolu le problème du stockage de ces énergies quand il y en a en excès pour les ressortir quand il y en a en défaut. Et donc, il y a une vraie question de besoin massif en stockage d'énergie. Il y a un problème de stabilisation et de refonte des réseaux électriques. Ce sont des énergies qui ont des facteurs de charge faibles, c'est-à-dire qu'il faut installer un très grand nombre de capacités pour le récupérer, de capacités de puissance pour récupérer simplement qu'une partie de la puissance, ce qui n'est pas le cas des autres. Ce sont des énergies de faible densité surfacique. Et donc l'empreinte spatiale et l'artificialisation des sols, parce que ce sont des énergies diluées, sont beaucoup plus importantes. Et également, elles nécessitent des besoins massifs en matériaux de construction. Évidemment, si on le compare à un nucléaire, vous comprenez que les différences sont très grandes, puisque le nucléaire, c'est une énergie qui est très très concentrée. Donc,
Voilà, et les besoins en ressources minérales dont j'ai parlé. Voilà. Et je dirais que si on en est aujourd'hui à cette situation-là, à savoir que en France, la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie, c'est 16%, mais vous voyez, à peu près la moitié de ces 16%, c'est le bois, 20%, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, de ces 16%, c'est l'hydroélectrique, et que l'éolien et le solaire comptent si peu, hein, c'est 2,7 et 7,1 de ces 16%, hein, donc c'est très peu. Et si à l'échelle du monde, éolien et solaire comptent pour moins de 1% de la consommation d'énergie totale, c'est pas uniquement parce qu'il y a des fous furieux qui veulent pas d'éolien, pas de solaire, qui veulent se gaver avec les fossiles, enfin, etc. C'est pas que ça, c'est parce qu'il y a des vrais problèmes concrets qu'il faut attaquer. Et moi, c'est ce que je fais d'une certaine façon en m'intéressant au problème des stockages d'énergie solaire sous forme chimique. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut un mix électrique, nucléaire, énergie renouvelable. En gros, il faut un mix électrique. Bon, c'est ce qui était indiqué ici. En gros, pour avoir des grosses quantités, laissez tomber tout ça, mais pour avoir de grosses quantités d'énergie renouvelable, il faut disposer de capacités de puissance pilotables. Il faut disposer massivement de stockage d'énergie et il faut développer des infrastructures de réseau électrique. Et ça, c'est ce que dit le rapport RTE-AIE, Agence internationale de l'énergie, de 2021. Donc ce sont des conditions très lourdes qui me conduisent à penser, contrairement à ce que certains disent, que cette révolution énergétique, elle prendra du temps, que c'est pas dans 10 ans qu'on aura une quantité massive de ces énergies renouvelables. Dans cette dernière partie que je ne discuterai pas, mais j'ai amplement eu l'occasion de vous dire à quel point il n'y aura pas de contribution majeure de l'énergie, des énergies éoliennes et solaires s'il n'y a pas de technologie de stockage d'énergie. Ce stockage d'énergie, il prendra de multiples formes. Ça sera du stockage dans des batteries. Ça pourra être des méga-batteries qu'on commence à construire. Ça pourrait être, y compris, à travers un mécanisme un peu compliqué, les batteries des véhicules électriques individuels qui, branchés sur le secteur, pourront être utilisés par RTE d'une façon fine, moyennant que l'utilisateur l'accepte et moyennant compensation financière, que RTE décharge les voitures ou les recharge en fonction de besoins de demande et d'offres. Il y aura l'hydrogène. Vous voyez, tout simplement, quantité massive de soleil et de vent à un moment donné, on envoie tout ça dans des électrolyseurs et on décompose l'eau en hydrogène et en oxygène, et l'hydrogène peut se garder sur des mois dans des réservoirs, il faut le comprimer, et on le réutilise dans des piles. Voilà. Il y a évidemment les stations de transfert d'énergie par pompage, ce qu'on appelle les STEP. Vous savez, c'est deux barrages à des hauteurs différentes. Quand on stocke l'énergie, elle monte. Quand on l'utilise, l'eau descend. Voilà. Mais tout ça, quand on regarde l'ampleur en termes de puissance à installer, d'électrolyseurs, de méga-batteries, de barrages, ça fait des quantités qui sont colossales, qu'on n'a pas. Et il faudra du temps pour cela. Vous l'avez compris, le monde de demain sera plus électrique, ça c'est sûr. Je continue à dire qu'il faut des sources d'énergie pilotables. Si on se débarrasse des fossiles, il n'en reste qu'une, c'est l'énergie nucléaire. Il faudra du carbone vert, il faudra économiser l'énergie. J'ai utilisé le mot d'adaptation dans l'introduction, je le répète ici. C'est un nouveau projet, d'une certaine façon, pour l'humanité. Ce n'est pas uniquement aujourd'hui, alors ça va rajouter des centaines de milliards d'euros à mettre dans la balance, mais c'est-à-dire qu'on va avoir deux fronts. On va avoir le front de transformer nos économies pour les décarboner, et on va avoir un autre front, parce qu'on n'ira pas assez vite,
on déplaise à tous les extrémistes qui pensent que la catastrophe est dans 3 ans, donc il faut avoir tout décarboné d'ici là. Mais il y aura un autre enjeu, c'est que compte tenu de cette relative lenteur, eh bien, on aura un autre projet qui est celui de répondre à tout un tas de nouvelles atteintes à l'environnement dues au réchauffement climatique et auxquelles il faudra s'adapter par des mesures concrètes, y compris par de la recherche. Voilà. Donc les grandes questions, c'est, vous l'avez compris, c'est quelle baisse crédible de consommation d'énergie, quelle proposition réaliste d'électricité, quel mix électrique, quel besoin de stockage d'énergie, comment construire un consensus sur une trajectoire réaliste et l'adaptation au changement, un nouveau paradigme. Voilà, je vous remercie. Vous voyez, c'est un sujet immense, très compliqué, mais en tout cas, restons optimistes. On peut, bien sûr, aller manifester pour le climat, mais ce qui est plus important, c'est d'aller bosser, quoi. C'est d'aller bosser dans les laboratoires, de découvrir des choses qui vont répondre à ces problématiques. Et puis quand je dis consensus, c'est qu'on est tous dans la même barque et que la question n'est pas aujourd'hui, comme le font certains, de désigner tel ou tel bouc émissaire. C'est toujours les autres, l'État, les politiques, les scientifiques, les industriels, c'est jamais soi, que fait l'État? Voilà, ça c'est la grande question. Non, il faut y aller, mais enfin, j'aimerais bien être à votre place, moi. En tout cas, sur le plan scientifique, technique, sur le plan des innovations, il y a vraiment des choses formidables à faire pour répondre à toutes ces questions qu'on a devant nous. Voilà, merci. Bonjour professeur. Donc de ce que vous avez présenté, la solution c'est quand même un changement énergétique qui passe par l'innovation. Et ma question c'est, donc vous avez annoncé les différents chiffres de production, les pays qu'on va appeler développés, donc qui ont les moyens de faire ce changement, représentent quand même très peu de la consommation, de la production de CO2. Comment est-ce qu'on peut adapter ça aux pays qui n'ont pas les moyens de se développer et qui produisent eux aussi du CO2 ? Oui, c'est effectivement... Alors d'abord, premièrement, les grands pays émetteurs, contrairement à ce que parfois on peut penser, sont peut-être pas l'Inde, mais la Chine est fantastiquement investie dans la transformation de leur économie, d'une certaine façon. Ils investissent massivement sur l'hydrogène, sur les batteries, enfin voilà. Et ils construisent des centrales nucléaires. Sur les pays dont vous parlez, en effet, ils seront dépendants des technologies que nous développerons. Enfin, moi, par exemple, quand j'imagine certains des dispositifs que je développe dans mon laboratoire, d'ailleurs, ce que je peux faire aujourd'hui pour vous, les projets dont, c'était un des projets, mais les projets que je développe dans mon laboratoire, aujourd'hui, je ne peux les développer que parce que j'ai un soutien industriel. Il n'y a strictement aucune source de financement public pour la recherche publique que je représente sur ces sujets-là. C'est assez curieux, mais enfin c'est ridicule. Donc il y a une combinaison des industriels et des académiques pour développer ces nouvelles technologies, mais on a bien en tête en effet que des technologies beaucoup moins chères qui associeraient du soleil, de l'eau, par exemple, pour produire un carburant, l'hydrogène ou de l'éthanol avec du CO2, etc., seront des choses qui seront assez faciles à déployer dans les pays qui, évidemment, ne feront pas de recherche et n'auront pas les technologies chez eux. Donc, c'est clair qu'il faut avoir en tête, et moi j'ai ça en tête, de pouvoir déployer ces nouvelles technologies dans ces pays-là.
D'une certaine façon, en effet, certaines de ces technologies renouvelables pourront être déployées dans ces pays-là. Le nucléaire, probablement pas. Mais voilà, oui, c'est un grand sujet. C'est comment faire en sorte que aussi ces pays-là puissent accéder à ces technologies, auxquelles il faut rajouter ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi des pays qui sont en très grande précarité énergétique, qui ne produisent pas de CO2 et ne produisent pas de fossiles, et eux, de toute façon, il faudra quand même leur donner de l'énergie. Et tant qu'il y aura des fossiles, personnellement, je préférerais leur donner des fossiles en attendant que de les laisser dans cette précarité énergétique, même si ça émet du CO2. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là. Bonjour et merci beaucoup déjà pour votre présentation. J'avais une question par rapport aux prévisions que vous aviez faites au niveau de la décarbonation. Est-ce que vous avez pris en compte un potentiel effet rebond ? C'est-à-dire lors de cette décarbonation, avec les avancées technologiques, le fait qu'on puisse produire plus d'énergie avec moins de carbone émis, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi du coup une hausse de la consommation de cette nouvelle énergie plus propre, et donc en fait une décarbonation qui serait moindre à cause de cette énergie plus verte, entre guillemets? Oui, je suis bien conscient de cette théorie de l'effet rebond dont vous parlez. Enfin, toute l'histoire de l'humanité, et d'ailleurs j'ai sauté une figure qui montre qu'en dépit du fait qu'on émet plus que les PIB augmentent, que le CO2 augmente, l'efficacité énergétique augmente aussi. C'est-à-dire que les émissions par énergie produite diminuent sérieusement. Donc, évidemment, il y a tout un tas de paramètres. Certains vont monter, certains vont descendre. Je pense que de toute façon, il va y avoir des efforts de sobriété, de lutte contre les gaspillages, etc., qui vont jouer. Enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait une prise de conscience là-dessus. Deuxièmement, en effet, il va y avoir des nouvelles technologies qui vont peut-être inciter, puisque je ne produis pas de CO2, autant que j'ai 3 voitures électriques plutôt qu'une, mais bon, ça peut exister, je suis d'accord. Et puis, je pense que la tendance à la diminution, à l'augmentation de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire à la diminution des émissions par énergie produite, va continuer parce que c'est dans cette direction que nous devons aller et que de toute façon, on va tout le temps, parce que les entreprises, par exemple, donc une obsession, c'est de produire à la moindre énergie et au moindre coût, et que ça va continuer. Donc, bon, il y aura des effets qui iront dans un sens, des effets qui iront dans l'autre, et vous avez raison d'introduire cela, qui montre que, en effet, les choses ne sont pas simples, et que voilà. Et en tout cas, à nouveau, pour revenir à la question d'avant, c'est qu'au-delà de notre propre réactivité par rapport à ces questions, c'est rebond ou pas rebond, respect de la sobriété, ou enfin d'un peu de sobriété, enfin, etc. Il y aura quand même la question de la montée jusqu'à, j'ai mis 9,8, mais enfin 10 milliards d'habitants sur la planète, et des pays qui ont besoin d'énergie et à qui il faut en donner, et qui vont en chercher en tout cas. Donc, de toute façon, rebond ou pas rebond dans un pays comme la France, évidemment, s'il y a rebond dans un pays comme la Chine, ça peut faire mal, mais oui, de toute façon, il y aura une augmentation de l'énergie, de la consommation énergétique. Bonjour. Pardon. Vous avez parlé. Ouais, pardon. Vous avez parlé de. En fait, vous avez insisté sur le fait qu'il fallait maintenir et prolonger le nucléaire par rapport au solaire et l'éolien, qui ont tous leurs inconvénients. Mais qu'en est-il de l'hydraulique? Parce que vous avez dit aussi que c'était une source qui était pilotable. Et donc, qu'en est-il par rapport au nucléaire? Et pourquoi pas insister plutôt sur l'hydraulique plutôt que sur le nucléaire?
Oui, très bonne question. Bon, d'abord, juste une rectification. Je ne dis pas qu'il faut maintenir le nucléaire en opposition aux énergies éoliennes solaires. Ce que je dis, c'est que, pour être précis, c'est que nous aurons besoin de plus d'électricité et que notre mix électrique doit être défini à travers un mélange, c'est le cas de le dire, un mélange d'énergie intermittente, éolien, solaire, jusqu'à un niveau. Alors, qu'est-ce qu'il sera, ce niveau 100% non, puisque je dis que ce n'est pas possible. 50, 60. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les pays qui ont massivement investi dans ces technologies-là, comme l'Allemagne, le Danemark, etc., la Hollande, c'est que ça plateaute pas mal au niveau de 30-40%. Comme s'il y avait une sorte de mur là qui est limité par les technologies. Mais, donc, maintenant, hydroélectricité. C'est une énergie formidable, alors qui a aussi des inconvénients, qui est une empreinte spatiale importante. Et vous savez que les barrages se sont construits en virant des gens qui habitaient là, et à une époque on ne discutait pas trop, mais maintenant on discute beaucoup dès lors qu'on met une petite retenue d'eau quelque part. Vous avez des ZAD et des zadistes qui s'installent et puis c'est mort. Donc, mais au-delà de ça, un pays comme la France, qui a effectivement une longue histoire d'hydroélectricité, avec les chiffres que vous avez vus, c'est-à-dire une bonne contribution. Et alors c'est un outil en effet magnifiquement pilotable. Aujourd'hui, RTE équilibre l'offre et la demande beaucoup, et à l'échelle de la minute et des quelques minutes, hein, c'est-à-dire relargue de l'eau, en repompe, etc., avec nos barrages, hein, avec nos steps. Le problème, c'est que, vous voyez, le plus grand barrage de France, c'est le barrage de Grand Maison, dans les Alpes. Le problème, c'est que... enfin, j'ai fait ce calcul à une époque, dans une perspective où il y aurait beaucoup d'énergie renouvelable pour l'électricité, énergie éolienne et solaire, il faudrait construire quelque chose comme 400 barrages de Grand Maison pour stocker dans ce cas-là. Alors, c'est un chiffre colossal. Le problème, c'est qu'en France, voilà, il n'y a même pas un autre site pour faire un barrage de Grand Maison. Donc, le gros problème de l'hydroélectricité aujourd'hui, en tout cas en France, c'est que pour faire un barrage, une step, quand je dis une step, c'est qu'il faut 2 barrages. Hein. Enfin, il faut un barrage, il faut 2 lacs, hein, parce qu'il faut de l'eau en haut et de l'eau en bas. Eh bien, il n'y a pas d'endroit en France où on peut reconstruire quelque chose comme ça. Donc on est limité par les capacités existantes. Alors il faut les maintenir, il faut s'en occuper. C'est quand même des ouvrages importants, hein, vous voyez ce que c'est qu'un barrage. Hein. Il faut les entretenir, etc. Mais en créer d'autres à une grande échelle, c'est exclu. Bon, il y a d'autres pays dans lesquels on construit des barrages. Hein. Donc il y aura on continuera à avoir dans les 30 ans à venir des créations de centrales hydroélectriques ailleurs dans le monde à une échelle plutôt limitée, quoi. Hélas. Bonjour. Tout à l'heure, vous aviez parlé de stockage de l'énergie. Attendez, il faut que je vous voie. Où êtes-vous ? Ici. Ah, là-bas. Ouais, c'était par rapport au stockage de l'énergie dont vous parliez tout à l'heure avec des électrolyseurs par rapport aux énergies renouvelables. Et vous parliez d'hydrogène justement. Et je me demandais, est-ce que cette question-là, elle est corrélée? On entend beaucoup parler hydrogène gris, hydrogène vert. Et est-ce que c'est corrélé justement à cette recherche d'un nouveau procédé pour l'hydrogène vert? Oui. La filière hydrogène, c'est une filière qui va être importante à l'avenir. Hein. Elle a aussi des défauts. Hein. Je vais vous en montrer un. Je veux dire, il n'y a pas une solution miracle. Hein. D'ailleurs, si on le savait, ça serait fait déjà, on aurait tout résolu.
Mais l'hydrogène, il y aura une filière hydrogène parce que, en effet, l'hydrogène va pouvoir être utilisé pour être injecté dans les réseaux de gaz comme carburant, pour stocker de l'énergie électrique, pour la mobilité et puis pour l'industrie chimique. Il y a plein de procédés nouveaux de l'industrie qui passeront par l'utilisation de l'hydrogène. Par exemple, la production de l'acier, par exemple, etc. Aujourd'hui, vous voyez, même en France, on produit 1 million de tonnes d'hydrogène. C'est ce qu'on appelle donc l'hydrogène gris. On le produit essentiellement par les énergies fossiles. 95%, plus. Un tout petit peu à partir de l'électrolyse. Donc c'est ça qu'il faut renverser. D'accord ? Et ce qu'on appelle l'hydrogène vert, c'est de l'électrolyse, mais à nouveau, avec quelle énergie ? Des énergies bas carbone. Okay ? C'est ça l'hydrogène vert. Voilà, c'est un formidable enjeu, parce qu'il faut développer massivement des électrolyseurs qui vont décomposer l'eau et qui sont couplés à des panneaux photovoltaïques ou couplés à des éoliennes, etc. C'est ça l'hydrogène vert, c'est ça l'enjeu. Et c'est uniquement ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand j'entends aujourd'hui des gens parler hydrogène, on va mettre plein d'hydrogène là et là, et qu'on n'a toujours pas les électrolyseurs à très grande échelle, ben qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que y a des gens qui vont acheter des voitures à hydrogène, et cet hydrogène, il sera produit par du charbon et du gaz, et il sera content, et il dira « je suis formidable, je suis un bon citoyen, etc. » Mais en fait, il cramera pareil des fossiles. Donc c'est ça l'enjeu. Et on est quand même très loin du compte encore pour le moment en termes de capacité d'installation d'électrolyseurs. L'autre chose dont je vous parlais, et c'est pour ça que c'est pas si simple que ça, c'est que le problème, c'est que tous ces dispositifs, électrolyseurs, piles à combustible, compression de l'hydrogène, enfin d'ailleurs il n'y a aucun procédé qui se fait avec 100% de rendement, vous le savez, ont des très mauvais rendements. De sorte que, quand je vous ai dit l'hydrogène, ça pourrait être un moyen de stocker des énergies renouvelables en excès pour les utiliser dans un deuxième temps, ça sera le cas, mais attention, on est encore aussi loin du compte. Vous voyez, c'est ce qui est représenté en haut, un PV, un électrolyseur, on met l'hydrogène dans une bonbonne bleue et ensuite on le met dans un fuel cell, une pile à combustible, une pile à hydrogène qui retransforme l'hydrogène en électricité. Et donc vous pouvez vous demander, est-ce que c'est quand même si intéressant que ça de transformer de l'électricité en électricité ? Alors la réponse, c'est parce que c'est ça qu'on fait là-haut. La réponse est oui, parce que on transforme l'électricité en hydrogène à un moment donné où on n'en a pas besoin, et on réutilise l'hydrogène dans un deuxième temps où il n'y a plus de vent, plus de soleil, et on fait de l'électricité. Donc c'est ça le principe. À l'inverse, la réponse est non en termes de rendement. Parce que si on regarde la filière totale, là, qu'on voit dans la littérature hydrogen to power, le rendement est de l'ordre de 30%. Donc ça veut dire qu'en faisant de l'électricité comme ça, à partir de l'électricité renouvelable, on fout en l'air 70% d'une énergie dont on nous dit qu'elle est précieuse. Pourquoi ? Parce que il y a la première étape ici d'électrolyse où on perd, enfin les rendements sont de l'ordre de 60%, on perd de l'énergie quand on comprime l'hydrogène, parce qu'évidemment il faut le stocker sous forme comprimée ou liquide, et ça consomme de l'énergie. Et si on le gardait sous forme de gaz, évidemment, la France serait recouverte de camions-citernes. Et ensuite, dans la pile à combustible, ici, on repère de l'énergie. Donc le bilan est relativement faible, et c'est un des problèmes. C'est-à-dire que, vous voyez, si vous stockez 100 d'énergie solaire qui est en excès un jour, d'accord, et que vous avez besoin de 100 à la sortie 6 mois plus tard, eh bien c'est zéro, vous redonnez 30 et il vous manque 70, et là c'est le blackout, plus d'électricité, c'est mort. Alors évidemment vous allez me dire, autant plutôt que d'en prendre 100, prenons-en
ce qu'il faut pour qu'on ait 100 à la fin, donc 300 pour avoir 100. Oui, mais 300, ça veut dire des capacités multipliées par 3 d'éoliennes, de PV, etc. Et des capacités multipliées par 3 d'électrolyseurs, déjà qu'on ne les a pas, enfin, etc., etc. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Voilà, l'hydrogène vert, c'est ça. Professeur, j'avais une question qui porte pas tant sur le... Oui, je vous vois, merci. Ah oui, excusez-moi, je suis là. Qui porte pas tant sur un point technique, mais plutôt sur la production de vos travaux. Vous avez dit que vous n'êtes pas sponsorisé par la puissance publique, chose qu'on pourrait concevoir, mais de fait, vous êtes sponsorisé par le privé, et je me demandais dans quelle mesure vous êtes libre dans vos travaux de recherche, et est-ce que vous êtes contraint par certains objectifs, etc. Merci. Ouais. Merci pour cette question. Alors, là aussi, je vais un petit peu, puisque vous me posez cette question qui est importante, juste un peu modérer. Dans le financement d'un laboratoire, il y a plein de choses. Ce que j'ai dit tout à l'heure portait sur le projet lui-même. En même temps, mon laboratoire est rempli de personnel du CNRS, du Collège de France, et la masse salariale est exclusivement, enfin des chercheurs permanents, des ingénieurs, etc., exclusivement payés par vous d'ailleurs. Merci. Après, quand on a ça, là pour le coup, en effet, et c'est une très très grande différence avec beaucoup de pays, et qui explique malheureusement une position faible, qui est devenue faible et décroissante de la France dans le concert international des pays de la recherche et de l'innovation. Il s'avère que je connais bien le problème, puisque lors de la discussion et puis ensuite du vote de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, j'ai effectivement été à l'origine, enfin animé avec mes amis de l'Académie des sciences, un groupe de travail qui a produit le point de vue de l'Académie des sciences et qui a en effet indiqué qu'il y avait un gros problème et que voilà, notre part du PIB pour la recherche et le développement, c'est depuis 30 ans au même niveau, c'est-à-dire c'est plat, c'est à 2,1-2,2% du PIB, et certains pays continuent à augmenter, et on s'était fixé 3%, on est très très loin du compte. Bon. Et donc, le résultat des courses, c'est qu'en effet, nos laboratoires ont des budgets de fonctionnement et d'équipement qui sont assez faibles. Et certains y arrivent notamment, comme dans mon cas, avec des partenariats industriels. Bon, il s'avère que je suis dans une discipline, la chimie, qui est caractérisée par l'existence d'une grande industrie chimique en France. Mais la chimie, c'est une grande industrie, c'est une des grandes industries du monde. Donc, ça fait très très longtemps que les relations entre le monde académique et le monde industriel sont fortes dans le domaine de la chimie. C'est peut-être moins vrai, c'est évidemment moins vrai de la physique théorique ou de la physique quantique. C'est très vrai de la biologie, avec les liens avec les pharma, enfin, etc. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, dans la vie de tous les jours, puisque c'est ça que vous me demandez, en effet, il y a une règle stricte, c'est que, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'il y ait une totale liberté du chercheur à définir son projet et à le faire avancer. Alors évidemment, mes étudiants en thèse ou en postdoc qui sont financés sur des salaires fournis par l'industrie font régulièrement des rapports, mais c'est pas très contraignant et en tout cas, en effet, pour ce qui me concerne, et après, je dirais, presque 40 ans de recherche, je ne crois pas m'être trouvé dans une situation où j'ai dû taper sur la table parce que on me demandait. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais dans mon cas, c'est... Et je vais vous dire une chose. Là aussi, il y a beaucoup de
de bashing sur les industries. Moi, je répète que, au fond, la révolution énergétique, ce sont les entreprises qui la feront. Moi, les recherches que je fais, les découvertes que éventuellement je peux faire, elles n'auront d'intérêt que s'il y a un industriel qui les prend et qui les met sur le marché. Moi, ce n'est pas moi qui vais les mettre sur le marché. Donc ça, c'est un point important. Et le deuxième point, et c'est l'expérience d'une vie, c'est que j'ai trouvé dans mes relations avec les industriels de la chimie des super scientifiques et des personnes avec qui j'étais en contact direct qui étaient d'une très très grande richesse, et y compris pour ma propre recherche et pour le développement de nos projets. Donc pas trop d'inquiétude là-dessus. Bon, ce sont des grosses entreprises, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas très contraintes financièrement, enfin, etc. Alors, vous avez beaucoup développé sur l'aspect technologique, scientifique de la chose, mais sur le point de vue plutôt politique, dans quelle mesure pensez-vous que l'État, les gouvernements, se doivent d'obliger les populations et les entreprises à faire tel ou tel aspect de la transition énergétique, à contrôler leur taux d'émission de carbone, etc. Ouais. Question importante et pas simple. Je dirais que le premier point avant de définir ces sortes d'injonctions, ces obligations, et c'est ce que j'ai dit en début de mon exposé, la première chose à faire, c'est quand même de bien réfléchir aux objectifs, et notamment aux objectifs réalistes et atteignables, y compris en mettant de la pression et de l'ambition. Or, ce que j'observe, c'est que, à la fois, sous la pression de cette urgence, de la proximité de la catastrophe, d'une part. D'autre part, du fait que, en fait, c'est un sujet hyper compliqué et que les gens qui en parlent, souvent, n'y connaissent rien et ne travaillent pas assez sur le sujet. Je le dis clairement, c'est le cas de la plupart des partis politiques est-ce que vous avez déjà entendu souvent des politiques parler de la question énergétique? Non. Pourtant, pour moi, c'est la question majeure. Ça commence par on a de l'énergie, après on regarde ce qu'on en fait. Mais si on n'en a pas, on est mort. Et la troisième chose, c'est que, évidemment, je le dis très clairement, cette question environnementale est une nouvelle opportunité, et là je ne juge pas, hein, une nouvelle opportunité pour le combat anticapitaliste de toute une frange de la population, pour dire que, pour se fixer une révolution qui n'est pas simplement écologique et énergétique, mais qui est politique, parce que, évidemment, c'est le capitalisme qui est responsable de la dégradation de l'environnement, de la nature. On ne parle plus de capitalisme comme élément d'exploitation de l'homme, la fameuse exploitation de l'homme par l'homme, qui était le discours des anticapitalistes dans ma jeunesse. Et donc tout ça fait qu'il y a une tendance des politiques, ceux qui au fond ont le pouvoir à un moment donné, d'annoncer des objectifs extrêmement ambitieux, trop ambitieux de mon point de vue, pour justement répondre à toutes ces angoisses et à ces questionnements, et ensuite de traduire ça en effet par des injonctions et des obligations qui peuvent aller à la catastrophe. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le mouvement des Gilets jaunes est un résultat de cela, où pour quelque chose qui peut paraître anodin
entre guillemets, mais qui ne l'est pas pour plein de gens, c'est-à-dire une taxe sur le transport, sur les carburants, et une limitation de vitesse, puisqu'il y avait les deux en même temps avec les 80 km/h, a mis le pays à feu et à sang. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est très compliqué. Alors je ne veux pas me mettre à la place des politiques. Hein. Moi, j'ai pas d'agenda politique, je ne suis pas membre d'un parti politique, enfin, etc. Mais je vois bien la difficulté qu'il y a, donc il faut trouver l'équilibre. Ce que je dis, moi en tout cas, la seule chose que je dis et que je peux aider à définir en tant que scientifique, c'est avant tout, d'abord, comprendre et se donner des objectifs réalistes. Si ces objectifs sont réalistes, ça veut dire qu'on aura des injonctions et des ordres et des règles qui pourraient être acceptables. Si on met la barre très très haut, je pense qu'on va être amené à fracasser la société parce que c'est trop haut du point de vue social, économique, et donc on arrivera à l'effet inverse, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que de toute façon on n'y arrivera pas à ces objectifs, et deuxièmement on va avoir un recul encore plus grand de la confiance dans l'action politique, dans l'action industrielle, etc. Voilà, mais c'est une question très très difficile. Bonjour. Bonjour. Je me demandais quel était votre avis et vos propositions pour ce qui concerne les déchets nucléaires. Donc leur dangerosité, que ce soit pour la biodiversité ou pour les populations qui ont décidé de développer le nucléaire comme la France, pour l'espace nécessaire au stockage de ces déchets, leur échelle temporelle qui dépasse celle des humains, et aussi les ressources économiques nécessaires à maintenir la sécurité de ces stockages, qui ne sont pas forcément prises en compte par ailleurs pour le calcul de rentabilité de l'énergie nucléaire. Votre dernier point n'est pas correct parce que ces calculs sont faits, c'est-à-dire que dans le prix du nucléaire aujourd'hui, alors le prix du démantèlement des centrales est inclus, c'est-à-dire il y a des provisions qui sont faites par EDF par exemple pour le démantèlement, et également pour la gestion des déchets. Alors certains disent ces provisions ne sont pas suffisantes, en réalité ça coûtera plus cher, enfin etc. Sur les déchets, alors s'il y a bien un secteur qui est scruté à la seconde près dans tous les détails sur la planète, c'est bien l'activité nucléaire. De sorte que il n'y a pas un truc radioactif qui se balade quelque part, c'est tout sous contrôle. Alors évidemment, ça demande des ressources humaines importantes, ça demande de l'argent, etc. Mais l'industrie nucléaire, avec tout un tas d'agences, avec tout un tas de spécialistes, est sous un contrôle extrêmement strict en ce qui concerne les déchets. Je ne parle pas des accidents sur les déchets. Sur la question maintenant de la gestion des déchets, là aussi, ce sont des sujets sur lesquels les scientifiques et les ingénieurs travaillent depuis très très longtemps, et en particulier sur les déchets à moyenne et très haute activité, hein, qui sont les plus problématiques, qui restent chez nous, qui restent pour des dizaines et centaines de milliers d'années. Donc aujourd'hui, vous savez peut-être que la stratégie française, c'est l'enfouissement de ces déchets en couches géologiques profondes, et notamment ce fameux projet appelé CIGEO, qui est en train d'être soumis à l'approbation du gouvernement. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce... Alors, d'abord, les volumes de... Alors, je vous invite, mais c'est pas pour faire de la pub, mais il s'avère qu'il y a un chapitre entier sur ces questions-là dans mon livre, où vous avez des chiffres, etc. Donc, les volumes de ces déchets les plus radioactifs
sont pas très, très importants. On dit que c'est à peu près, aujourd'hui, depuis le début de l'ère nucléaire, c'est à peu près le volume d'une piscine olympique. Deuxièmement, après un travail de 20 ans, la possibilité de les enfouir donc à 500 mètres dans le sol, dans la Meuse, du côté de Bure, est quelque chose qui probablement va être validé. La France n'est pas le seul pays à suivre cette stratégie-là. D'autres pays sont déjà d'ailleurs plus avancés. Enfin, il y a plusieurs pays nucléaires qui suivent cette recommandation, notamment dans les pays du Nord, la Suède et la Finlande. Il s'avère qu'il y a quelques mois, j'ai visité, je suis descendu à 500 mètres dans l'Argile, et j'ai visité ce lieu. Ce sont des grandes cavités à 500 mètres dans le sol. Je pense, pour en avoir discuté, lu des choses, travaillé sur le sujet, que c'est en effet une bonne solution. Mais en tout cas, quand on est dans ce lieu-là, à nouveau, on est impressionné par la puissance de l'ingénierie, de la science qui gère, qui construit ce genre d'équipement pour que, évidemment, il n'y ait aucune pollution qui impacte l'humanité. De fait, aujourd'hui, s'il y a bien une pollution à l'échelle de la planète qui n'a eu aucun impact sur l'humanité, c'est bien les déchets nucléaires. Je ne parle pas des accidents, je parle des déchets nucléaires. Donc, en tout cas, voilà, la stratégie de gestion des déchets, c'est l'enfouissement. Oui, bonjour. J'avais une question. Vous n'avez pas parlé trop de l'énergie qui vient de la géothermie. Est-ce que vous pensez que c'est pas du tout rentable ou qu'on n'a juste pas l'innovation nécessaire pour l'exploiter correctement? Alors, oui, merci de rappeler cet aspect-là. D'abord, je connais assez peu ce domaine, savoir où on en est de l'innovation, des nœuds technologiques à résoudre, enfin, etc. Ce que j'en sais et qui peut-être explique mon choix d'en parler si peu dans mes travaux, dans mes conférences, c'est le fait que ce que j'en lis, c'est que, un peu comme l'hydroélectricité que je discutais tout à l'heure, les perspectives, je veux dire, en termes de quantité d'énergie qu'on va pouvoir en tirer, sont relativement faibles par rapport aux besoins. Alors localement, c'est d'ailleurs le cas dans certains pays, localement ça sera exploité, mais à l'échelle des besoins énergétiques de la planète, ça n'aura qu'une contribution très faible. Maintenant, les problèmes techniques associés à la géothermie, je ne les connais pas. Bonjour professeur, donc j'aimerais juste revenir sur un sujet qu'on avait évoqué tout à l'heure. Donc vous avez évoqué le mouvement des Gilets jaunes notamment, et donc le sujet même de cette conférence, donc c'est un sujet qui est évidemment scientifique, mais c'est également, je pense, un enjeu de société. Et donc j'aimerais avoir votre avis sur la posture du scientifique aujourd'hui, c'est-à-dire que vous évoquez notamment la difficile communication entre les politiques et les scientifiques. Donc qu'est-ce que vous pensez de la posture actuelle du scientifique dans le débat public, parce qu'on a assez peu l'opinion des scientifiques et des chercheurs dans le débat public. Est-ce que vous pensez que cette posture devrait évoluer? Oui, c'est une question qui me préoccupe beaucoup depuis longtemps. Il s'avère que dans mon bouquin, mais j'ai dans des tribunes aussi au cours des derniers temps, je m'étais exprimé à quelques tribunes dans le monde. J'ai fait partie de ceux qui se sont exprimés avec un soutien très fort du choix qu'a fait Emmanuel Macron d'être accompagné par un conseil scientifique dès le début de la crise sanitaire,
Et si vous reprenez ses premiers discours, le mot science et le mot scientifique revient, je ne sais pas, une dizaine de fois, et je trouvais assez formidable à ce moment-là que, parce que c'est très rare, qu'un président de la République dise à quel point l'action politique pouvait être inspirée. Évidemment, ce n'est pas les scientifiques qui décident, mais inspirée par de la connaissance. C'est très fort. Je cite d'ailleurs quelques éléments de ce discours dans mon livre, mais vous pouvez, sans acheter le livre, retrouver ça sur Internet ou sur le site d'ailleurs de la présidence de la République. Donc c'était assez impressionnant et pour moi ça avait été un élément très fort. Je me souviens d'ailleurs que, y compris mes amis, certains de mes amis scientifiques et de l'Académie, m'avaient reproché cette position en disant en fait c'est bidon, on verra comment il va l'utiliser, enfin il y avait de la défiance. Moi j'avais trouvé ça comme un élément très important. Je ne dis pas que il faille sur chaque sujet qu'un président de la République ait un conseil scientifique pour tel ou tel sujet. Mais en tout cas, vous voyez, là c'est un cas où il y a un conseil scientifique, il y a un monsieur Vaccin, qui est un homme absolument remarquable, pas simplement parce que c'est un ami, mais et un ancien collègue du Collège de France, c'est Alain Fischer, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est un très grand immunologiste. Voilà, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. À l'inverse, j'ai fait partie de ceux, alors peut-être que je vais trouver des oppositions parmi vous, j'ai fait partie de ceux qui ont critiqué la Convention citoyenne pour le climat, avec cette idée que nous devrions définir notre politique environnementale, écologique et énergétique avec 150 personnes, 150 Français ou Françaises qui n'y connaissent rien parce qu'ils sont tirés au sort. Donc, non seulement je ne voyais pas en quoi c'était démocratique, mais surtout, c'était une formidable dévalorisation de la question scientifique, puisque au-delà, je veux dire, d'aspects d'ordre politique, qui seront d'ailleurs du ressort des politiques et pas tellement de la Convention citoyenne, qui sont de l'ordre du politique, au-delà de certaines questions générales, à nouveau, je l'ai dit et j'ai beaucoup insisté aujourd'hui, la question de la transition environnementale, écologique et énergétique est pour moi essentiellement enfin pas essentiellement, elle est beaucoup une question scientifique et technique, même si évidemment l'organisation de nos sociétés de demain, vivre ensemble, tout ça n'est pas une question technique. Donc voilà, donc on voit bien une situation un peu schizophrénique où un gouvernement, en l'occurrence le président Emmanuel Macron, j'allais dire en même temps, s'appuie avec un discours très fort sur la science, la connaissance, un conseil scientifique avec des experts, et d'un autre côté dit je prendrai sans filtre tout ce que les 150 citoyens vont me dire qui n'y connaissent rien et qui ont été tirés au sort. Et moi, ça me choque, parce qu'autant la première option me paraît bonne, autant la seconde me paraît mauvaise. Mais ça ne résout pas le problème, enfin, la question que vous m'avez posée, parce que la question que vous m'avez posée, au fond, c'est celle qui me perturbe depuis très très longtemps, et il s'avère que j'en ai discuté encore hier avec un collègue, c'est finalement, je suis pris personnellement dans cette effroyable contradiction qui est d'un côté, je ne vois pas comment résoudre tous les problèmes qui nous entourent, ceux
ceux qu'on a discutés aujourd'hui, hein, je ne les prends pas tous, parce que moi, voilà, j'ai pris l'habitude de ne parler que de ce que je connais un peu. Quand j'étais avec mon bouquin, je suis passé dans des plateaux de télé, de radio. Chaque fois, on me posait la question de mon point de vue sur le virus et sur le truc. Bon. Alors, donc chaque fois, ils étaient surpris parce que je disais, je n'en sais rien et j'ai pas envie de parler. Vous avez suffisamment de n'importe qui viennent vous dire ce qu'ils en pensent. Bon. Mais revenons sur le sujet. Je suis donc profondément en déséquilibre sur le fait que d'un côté, je suis convaincu que ces questions-là ne peuvent être résolues qu'en s'appuyant, je l'ai dit et répété, qu'en s'appuyant sur des gens qui travaillent sur plus de connaissances, donc de la recherche, de la technologie, de l'innovation, donc des experts, et en même temps, par le fait d'observer que si nous faisions comme ça, nous aurions une approche évidemment totalement antidémocratique, puisqu'il suffirait dans ce schéma-là que le président ou des ministres ou l'Assemblée nationale s'entourent d'experts et ça suffirait à résoudre le problème. Et que par ailleurs, évidemment, le citoyen a besoin, non seulement a besoin, mais souhaite s'exprimer, mais malheureusement, sur une base extrêmement flottante, molle, puisque ces sujets sont tellement compliqués que vous allez avoir des avis sur des questions techniques, scientifiques, qui seront de l'ordre de l'affect, du sentiment, voilà. Vous voyez ? Donc, mais je n'ai pas résolu cette chose-là, personnellement. Mais d'un autre côté, je crois que c'était Platon qui... Enfin, vous voyez, quand il y a un bateau qui est en train de presque couler, vous ne votez pas pour savoir qui c'est qui va essayer de sortir le bateau du truc. Hein, vous préférez que ça soit le capitaine qui connaît la mer et le bateau qui essaye de sortir la solution. Mais c'est vraiment une question extrêmement importante. Hein. Démocratie éclairée ou démocratie participative. En tout cas, évidemment, personnellement, je ne voterai pas pour un candidat qui dirait la question énergétique, environnementale et écologique, je la traite par des référendums d'initiative populaire. Voilà. J'avais une question. Vous avez beaucoup parlé de technologie, d'innovation, de recherche. Et je voulais avoir votre avis sur la fusion nucléaire. Est-ce qu'il faut investir massivement dans cette technologie ? Ne représenterait-elle pas l'avenir, finalement, quant à la transition énergétique ? Je vous remercie. Là aussi, c'est une question difficile. Chacun la prend à sa façon. Moi, je vais vous dire la mienne. Donc, le projet de la fusion nucléaire, alors, sur le plan scientifique, est évidemment fascinante. Hein, sur le plan des applications potentielles, c'est évidemment faramineux, parce qu'en effet, si nous y arrivions, il y aurait sans doute plus besoin de parler de problèmes énergétiques. Et par ailleurs, il n'y a aucune assurance qu'on y arrive, après y avoir dépensé des centaines de milliards d'euros ou de dollars. Voilà les données. Bon, moi, en tant que président du comité de prospective en énergie de l'Académie des sciences, c'est des sujets qu'on étudie. D'ailleurs, on va auditionner prochainement un certain nombre d'experts de la question pour simplement savoir où on en est, peut-être faire un rapport, un avis sur la question. Mais on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, moi, puisque vous me posez la question personnellement, vous comprendrez aisément que l'esprit dans lequel je suis m'amène à dire que je suis
je suis très favorable à cette initiative, à ce projet, parce que c'est quand même à nouveau l'illustration de ce génie de l'homme qui est capable d'aller se donner des objectifs scientifiques, technologiques faramineux, et que si on ne faisait plus ça, il y aurait quelque chose qu'on perdrait de très important de la nature humaine, de la nature de l'humanité. Donc, vous savez, c'est un peu comme la Lune, quoi, ou Mars. Sauf que là, dans le cas précis, les applications seront sans doute beaucoup plus grandes que Mars. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas tellement de... Au fond, après quelques années où les gens ont dit ça coûte trop... Enfin, certains ont dit ça coûte trop cher, enfin, etc. Mais j'observe que pour le moment, il n'y a pas trop de critique de cette opération. En plus, elle a un autre avantage, c'est une opération mondiale. C'est vraiment la fraternité des pays, ceux qui ont les moyens d'essayer de résoudre la question énergétique par cette nouvelle technologie. Voilà. Monsieur le professeur, voilà, je viens vous remercier de nouveau pour votre leçon inaugurale.